Ce samedi 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Mais une journée suffit-elle pour rappeler les inégalités et autres discriminations subies par les femmes dans le monde et en Afrique en particulier? On en parle, en tout cas ce soir, avec Danielle Sassou Nguesso. Bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir sur votre plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes entrepreneuse, entrepreneur, chef d'entreprise congolaise en tout cas, connue pour vos combats en faveur de l'égalité femmes-hommes. Tout à fait. C'est bien de dire femmes-hommes à la place de hommes-femmes aussi. Les deux passent très bien. Vous avez notamment créé en 2015 la fondation Sunga, qui vient en aide, ça veut dire aide d'ailleurs en lingala, c'est ça? Vous avez bien appris le son. Sunga, exactement, aide ou entraide. Donc fondation dont le but est de mettre en place avant tout l'autonomisation des femmes dans le monde du travail, et en ce qui concerne le Congo. Avant d'en parler avec vous plus amplement, on va voir ce que fait votre association sur le terrain. C'est un reportage TV5 Monde de Ndare Kalinglopi, Berdi Pambou et Gaylord Longo. Okay. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Vous avez commencé? Oui. Vous avez le menu du jour. Pour aujourd'hui, le poulet sauté, poisson de mer frit. Adnet Jaco est traiteur. Elle a créé son entreprise autour de sa passion pour la cuisine. Son projet a pris vie à Wenzé, à 590 km au nord de Brazzaville. Chaque semaine, avec son équipe, elle propose à ses clients des plats faits maison. Pour le lancement de sa structure, la jeune femme a pu compter sur le soutien d'un incubateur. Je n'étais pas au courant des enjeux, des difficultés que je pouvais rencontrer tout au long de mon parcours. Aujourd'hui, la Fondation Sunga m'a beaucoup aidé à me restructurer, à voir les stratégies d'entreprise, comment me positionner face aux difficultés que je pouvais rencontrer. Développement personnel, droit fiscal ou encore gestion des équipes sont proposés par la Fondation Sunga pour faire grandir l'entrepreneuriat au féminin au Congo. Edith Nadet Diba a aussi bénéficié de l'incubateur. Son entreprise vend des produits prêts à être grignotés. La chef d'entreprise a participé à des formations durant plusieurs mois. Quand on vient ici, c'est pas seulement se dire bonjour, mais c'est aussi demander aussi des conseils, des avis et aussi avoir l'opportunité, parfois, s'il y a une opportunité dans quelconque événement, on peut présenter nos produits. Dans un autre incubateur, baptisé Kosala, à Brazzaville, cette journée du 8 mars est consacrée à des échanges autour de l'autonomisation des femmes dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. C'est une journée dédiée à la célébration des droits de la femme. Donc aujourd'hui, nous sommes rassemblés justement en tant que femmes. Il n'y a pas que les femmes, les hommes également, afin de partager notre expérience. L'entrepreneuriat, ça représente déjà une autonomisation financière pour certains. On dirait aussi que c'est de la confiance en soi, de la résilience et surtout une vision claire de où on veut aller dans ces projets. Au Congo, les autorités mènent une politique de sensibilisation en direction des femmes pour structurer leur entrepreneuriat. Car aujourd'hui, dans le secteur informel, les femmes représentent 70% des acteurs. En retour avec nous, avec Danielle Sassou Nguesso. Votre action sur le sujet. Et j'avais une petite question à la fin. Je voulais savoir si vous saviez en pourcentage le nombre de femmes chefs d'entreprise justement au Congo. Oui, tout à fait. Déjà, à l'échelle du continent, les femmes africaines sont les leaders. 26% de femmes qui entreprennent sur le continent, 17% en Amérique latine, 6% en Europe. Tout simplement, elles évoluent principalement dans le secteur informel, ce qui constitue un obstacle d'accès au financement, à la formation ou à la protection sociale. Alors, on a vu en image les actions des missions principales de votre fondation, la fondation Sunga. Est-ce que ces missions et leurs initiatives sont soutenues par le gouvernement congolais? Alors, ça fait maintenant 10 ans que nous travaillons à une meilleure inclusion des femmes, que ce soit sur le plan politique, économique et social. La fondation Sunga est reconnue d'utilité publique en République du Congo, mais également membre du Conseil économique et social des Nations Unies. Je parle du gouvernement congolais parce que les spectateurs sont censés savoir, au vu de votre nom, votre proximité passée avec le cercle familial de la présidence. Alors nous sommes soutenus, c'est-à-dire, vous dites... C'est-à-dire que vous appelez Danielle Sassou. Exactement, donc, oui. Et vous avez par le passé eu une proximité avec le cercle familial de la présidence. Une donc est-ce proximité que qui est vous avez été toujours soutenu d'actualité, oui.
Est-ce que la Fondation Sunga a été soutenue par ce biais-là? La Fondation Sunga est financée par le biais de la RSE et des sponsors qui nous accompagnent parce que nous avons fait preuve de nos capacités et compétences sur le terrain. Comme je vous ai dit, nous sommes reconnus d'utilité publique, mais également membres du Conseil économique et social des Nations Unies, ce qui suggère que nous sommes audités d'une année sur l'autre. Quels sont les principaux obstacles à cette égalité femmes-hommes au Congo? Et quelles solutions vous pouvez apporter avec la Fondation Sunga? Alors les obstacles à l'égalité hommes-femmes ne sont pas propre uniquement à la République du Congo, mais bien évidemment à l'échelle mondiale. Après, c'est vrai qu'il faudrait apporter des stratégies quasi multidimensionnelles, mais avec des axes de priorité tels que l'éducation. En cycle d'études primaires, maintenant, on se félicite avec la gratuité d'accès en premier cycle qu'il y ait quasiment autant de jeunes filles que de jeunes garçons. Mais 40% de femmes analphabètes en Afrique subsaharienne et toujours cette déperdition scolaire à partir de la classe de 3e. Il y a aussi, vous en avez parlé, l'accès au financement, l'inclusion financière. Les femmes entreprennent en Afrique simplement dans le secteur informel et elles n'ont pas accès à la terre qui représente le sésame quand on veut obtenir un crédit auprès d'une institution bancaire. D'ailleurs, la Banque mondiale nous dit qu'à peine 10% des femmes entrepreneuses ont obtenu un crédit en 2022. Et puis, il y a aussi l'inclusion à des cercles de décision. Des politiques de quotas, certes, mais très peu adossées à un caractère coercitif pour véritablement pousser les partis politiques à s'y soumettre. Alors, vous avez publié un ouvrage intitulé « Genre et développement en République démocratique du Congo ». Promouvoir l'égalité homme-femme. Vous auriez pu dire femme-homme, au profit de la croissance. Dans ce livre, vous explorez le lien entre parité et développement économique du pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, justement, aboutir à la parité pourra permettre de développer le pays économiquement ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, la Banque mondiale le dit, les inégalités coûtent 95 milliards de dollars par an à l'Afrique. Les femmes représentent plus de la moitié du capital humain. Il serait dommage de continuer à s'en priver, surtout quand les objectifs sont des objectifs de développement. Il faudrait une meilleure inclusion des femmes, que ce soit à des postes de direction, mais et aussi à l'accès à l'économie et aux finances, de façon à pouvoir ensemble aller vers ce développement durable. C'est vos études qui vous ont permis, alors je rappelle que vous avez fait Sciences Po et des études en optique aussi, des études scientifiques, oui, qui vous ont permis justement de prendre toutes ces informations, ces données et de essayer de les propager un peu dans le pays. Je dirais qu'il y a eu beaucoup de terrain aussi, beaucoup de terrain, et effectivement, j'ai pu, lors de mon master, acquérir les outils nécessaires. Mais là, de par mon parcours professionnel, j'ai surtout compris que la maîtrise et la structure de l'ensemble de la chaîne de valeur pouvaient transformer une économie. Et j'ai d'ailleurs décidé de reprendre mes études. Je suis en PhD cette année à l'Université Paris-Dauphine. Un doctorat. Sur la question voilà, du lien entre le genre, de causalité et l'intégration économique régionale. Alors un autre enjeu aussi lié à vos combats, vous faites partie de l'African Women Leaders Network, oui. Donc organisme qui rassemble les femmes chefs d'entreprise au nom des Nations Unies. Avec cette association, vous avez lancé un appel pour que les femmes soient présentes sur la table des négociations des conflits, notamment pour mieux traiter la question des violences faites aux femmes et aux filles, aux jeunes filles. Parce que là, vous le dites, la plupart du temps, les négociateurs sont des hommes. Le meilleur exemple en ce moment, c'est la RDC, c'est l'Est de la RDC. Exactement. Il est indéniable que de nombreux processus sont mis en place sur le continent pour réclamer la paix, à l'initiative de leaders en fonction et ou ex-leaders. Vous l'avez cité, tel qu'en RDC, il est indispensable, et c'est ce que nous demandons au sein de l'African Women Leaders Network, qu'il y ait une meilleure inclusion des femmes. D'ailleurs, la résolution 1325 des Nations Unies le demande, et avec des chiffres à la clé, puisque l'on sait que quand les femmes sont intégrées dans ces processus de négociation, les paix qui découlent ont des durées beaucoup plus longues, de l'ordre de 5 à 15 ans. Et c'est ce que nous réclamons au sein de l'African Women Leaders Network, que l'on sorte de ces cercles fermés masculins pour laisser entrer les véritables actrices de la paix. Sinon, ça ne sera que des diplomaties qui ne tiennent pas compte des réalités terrain. Toujours selon les Nations Unies, un chiffre dramatique, l'Afrique est le continent qui compte le plus de féminicides, avec plus de 23 000 officiels, en tout cas en 2023. Il y a moins d'un mois, l'Union africaine a adopté une convention visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Un texte que vous avez qualifié d'historique et dont vous êtes battu pour. Donc on peut s'en féliciter. Et concrètement, comment ce cadre juridique va être appliqué ?
Alors, vous l'avez dit, les violences à l'endroit des femmes représentent une véritable crise silencieuse. Et lors du 38e sommet des chefs d'État à Addis Abeba a été adoptée la Convention de l'Union africaine contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et ce que j'ai qualifié d'historique parce que ce texte a été adopté à l'unanimité, au consensus. Ça veut dire 100% des États membres ont adopté cette convention. La particularité de cette convention, c'est qu'elle oblige les États et également elle fixe des mécanismes en termes de protection des femmes, de sensibilisation, mais aussi de sanctions des victimes. Et elle va beaucoup plus loin puisqu'elle permettra de véritablement suivre les applications sur le terrain parce que généralement, quand des lois sont votées, elles sont difficilement appliquées sur le continent. Et c'est véritablement une loi holistique qui va de l'amont à l'aval et qui suggère aux États de mettre en place des procédures d'accompagnement parce qu'il faut savoir que les principales victimes de ces violences, une fois qu'elles osent dénoncer leur bourreau, se retrouvent très souvent à la rue. Et il était primordial de mettre en place des centres qui accueillent ces survivantes de violence. Danielle Sassou Nguesso, je rappelle que vous êtes présidente de la Fondation Sunga au Congo. Merci d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Et je vous invite, si vous souhaitez obtenir d'autres informations et documents en lien avec cette journée spéciale internationale des droits des femmes, à vous rendre sur le site internet de TV5 Monde, où vous pourrez notamment lire cet excellent article de Pierre Desorgues sur les pionnières africaines de l'émancipation des femmes.